Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Quand on vous parle du 19e siècle, peut-être en cours de français, vous imaginez sûrement des vieux bouquins un peu ennuyeux et couverts de poussière, pas vrai? Eh bien, oubliez tout ça. En fait, c'est exactement l'inverse. Ce siècle, c'est littéralement la matrice, le code source caché de nos vies numériques d'aujourd'hui. Pour vraiment comprendre, on va se poser une question qui semble un peu folle. Et si vos habitudes de tous les jours, genre le streaming à la demande ou les mondes ouverts gigantesques de vos jeux vidéo, avaient en fait été codés il y a 200 ans par des auteurs en chapeau claque? C'est complètement fou, hein, mais c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. On commence tout de suite avec notre première partie, l'éco-anxiété et le mal du siècle. Vous connaissez sûrement cette sensation que le futur est incertain, un peu bouché. L'éco-anxiété, la peur des nouvelles technologies, le chaos géopolitique. On a souvent l'impression que c'est un sentiment ultra-moderne. Mais en réalité, au 19e siècle, la jeunesse ressentait exactement la même chose. Après la chute de Napoléon, toute une génération s'est retrouvée coincée dans un monde très matériel, sans grands idéaux pour les guider. C'est ce qu'ils appelaient le mal du siècle. Une déprime romantique qui ressemble presque trait pour trait à la façon dont on perçoit le futur aujourd'hui. Et face à ces énormes changements technologiques, devinez quoi? Nos réactions n'ont pas changé d'un pouce. À l'époque de la révolution industrielle, des ouvriers qu'on appelait les Luddites allaient jusqu'à casser physiquement les nouvelles machines. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une angoisse terrible d'être remplacés et de perdre le sens de leur travail. Aujourd'hui, on ne casse plus les machines à l'usine, mais face à l'intelligence artificielle, on retrouve exactement le même rejet. La même réticence à s'investir à fond dans un monde professionnel qui nous semble imprévisible. D'ailleurs, écoutez bien cette phrase, elle donne un peu froid dans le dos. Les machines évoluent et l'homme pourrait n'être qu'une étape intermédiaire. On dirait un ingénieur de la Silicon Valley qui parle d'IA, n'est-ce pas? Eh bien pas du tout. Ce texte a été écrit par Samuel Butler en 1863. Donc bien avant l'invention du tout premier ordinateur, des penseurs prédisaient déjà que la machine allait peut-être nous dominer et nous rendre obsolètes. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les mondes virtuels, de Balzac à Minecraft. Vous voyez sûrement ce qu'est un jeu bac à sable. C'est un monde virtuel immense, régi par des règles fixes, où vous pouvez construire, explorer et expérimenter librement. La grosse révélation ici, c'est que le tout premier jeu bac à sable n'a pas été développé par un studio de jeux vidéo. Il a été inventé par un grand écrivain français, avec pour seules armes du papier et de l'encre. Cet auteur de génie s'est honoré de Balzac. Avec son œuvre colossale, La Comédie humaine, son ambition c'était de classer et de décrire absolument toute la société de son époque à travers plus de 90 romans. C'est du world building pur et dur, exactement comme les développeurs d'aujourd'hui qui codent les écosystèmes complexes de vos jeux préférés. Balzac a mis en place des règles sociales et économiques ultra rigides pour que son univers fonctionne tout seul. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, imaginez un instant ce chiffre, 573. C'est le nombre ahurissant de personnages qui reviennent d'un roman à l'autre chez Balzac sur un casting total de 2500 personnes. C'est une base de données narratives complètement dingue, gérée de tête par un seul créateur. En gros, Balzac a littéralement inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers partagé. Vous pensiez que le cinéma avait eu l'idée en première avec les super-héros Marvel qui se croisent d'un film à l'autre? Eh bien, pas du tout. Des personnages comme Rastignac ou Vautrin naviguaient déjà de livre en livre. Et le plus amusant, c'est qu'il existait même de véritables produits dérivés. On vendait carrément des figurines en plâtre de ces personnages dès les années 1930. Allez, on passe à la troisième partie, les séries télé, ou plutôt l'invention géniale de Dumas. On est tous tombés dans le piège du fameux binge-watching. Vous savez, cette habitude de regarder des épisodes à la chaîne jusqu'à pas d'heure. Psychologiquement parlant, ça répond à un besoin de contrôler une histoire, surtout quand le monde extérieur nous paraît incontrôlable. C'est fascinant, même si ça donne lieu à des nuits de sommeil catastrophiques ou à la fameuse tromperie Netflix quand on regarde un épisode en cachette de ses proches. Mais pourquoi on n'arrive pas à décrocher? C'est dû à un petit bug cognitif qu'on appelle l'effet Zeigarnik. En fait, notre cerveau fait une vraie fixette sur les tâches non terminées. Et Alexandre Dumas avait parfaitement compris comment manipuler cette dopamine. En publiant ses romans feuilletons tous les jours, en bas des pages de journaux, il s'arrangeait toujours pour couper l'action pile au moment le plus critique. Et oui, c'est bien lui qui a inventé le concept du cliffhanger pour vous rendre totalement accro. Et pour écrire à un rythme aussi fou, il fallait une sacrée organisation. De nos jours, les séries sont gérées par un showrunner, entouré de scénaristes dans une grande salle d'écriture. Eh bien, Dumas opérait exactement comme le tout premier showrunner de l'histoire. Il bossait en équipe. Il travaillait notamment avec Auguste Maquet, qui faisait les recherches historiques et créait la structure de l'intrigue, pendant que Dumas venait apporter son génie pour les dialogues et le rythme. Sauf que voilà, quand on produit de la fiction de manière industrielle pour garder ses abonnés, on finit par rencontrer les mêmes problèmes, peu importe l'époque.
Les feuilletons littéraires du 19e siècle souffraient des mêmes défauts que nos séries sur les plateformes. On étire l'intrigue au maximum pour des raisons économiques, ce qui nous amène à la redouter saison de trop. Et parfois, on annule complètement l'évolution psychologique d'un personnage juste pour relancer le drame artificiellement. Et cela nous amène à notre quatrième et dernière partie, une même histoire qui continue. Si on synthétise tout ça, on réalise que l'histoire est un immense cycle. Face à des chocs systémiques géants, que ce soit le passage à l'industrialisation à l'époque ou la numérisation de notre monde aujourd'hui, l'être humain réagit exactement de la même manière. On déploie les mêmes défenses psychologiques et on construit des mondes imaginaires complexes pour essayer de retrouver du sens face à la pression de la réalité. On arrive à la fin de notre décryptage. La prochaine fois que vous ouvrirez un livre de littérature du 19e siècle, souvenez-vous qu'il n'a rien de poussiéreux. C'est véritablement le laboratoire où toute notre époque a été conçue, de nos angoisses face à la technologie jusqu'à notre passion pour les séries. Et ça nous laisse sur une ultime question vraiment passionnante. Si ce siècle passé a inventé notre présent avec une telle précision, alors nous, aujourd'hui, quel siècle inédit sommes-nous en train d'inventer ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et gardez toujours un œil critique car notre futur s'écrit peut-être déjà dans les livres du passé.